Bonjour tout le monde, merci d'être ici. Mon nom est Patrick Lozo, je travaille pour la Ville de Montréal, je suis conseiller au programme de Montréal en commun. Aujourd'hui, on est ici pour vous présenter 3 de nos partenaires qui travaillent sur des projets en lien avec les données. Mais avant tout, moi, je vais vous présenter un peu le programme Montréal en commun. Si vous voulez en savoir plus, tous les gens du bureau de programme sont ici. Incluant justement, là, je vois mes collègues là, justement qui sont à la table là, donc Aldo, Marjolaine, Chouane, il y a Primaël et Alexis aussi justement qui sont de notre équipe. Donc, gênez-vous pas si vous voulez avoir plus de détails, de venir nous voir en personne après coup. Donc, Montréal en commun, c'est né dans le fond du défi des villes intelligentes du Canada. En 2019, la Ville de Montréal a remporté le premier prix de 50 millions, basé sur une idée où est-ce qu'on pourrait améliorer l'accès à des aliments frais à proximité justement des quartiers et à une augmentation justement de la facilité de la mobilité aussi de quartier, une mobilité justement qui est plus durable. Et à la base de tout ça, et c'est pourquoi qu'on met l'image ici de la maison, on voit les données qui sont un peu la fondation des projets du programme. C'est un peu sur cette idée-là qu'on a bâti avec nos partenaires le projet. C'est un peu une vision qui est co-construite avec nos partenaires. Ça fait en sorte de mettre en place des éléments leviers, particulièrement les projets en données, mais qui viennent soutenir les autres projets. C'est quelque chose qui est partagé avec nos partenaires, qui fait en sorte que nous, on est là beaucoup comme facilitateurs à la Ville de Montréal. On travaille avec eux pour les amener ensemble vers cette vision commune qui est Montréal en commun. Si vous étiez ici plus tôt, vous avez pu entendre justement Sylvain Perra de la RTM, qui est un des partenaires en lien avec les projets en mobilité. Donc, les 3 grands volets qu'on pourrait distinguer, et la liste des partenaires sont ici à l'écran. Je ne me casserai pas le cou à vous les nommer, vous pouvez les lire plus facilement que moi. Mais on retrouve dans le fond, justement, FemMob, le CRIEM et Nord-Vert parmi justement ces acteurs-là. C'est une feuille de route qui est quand même assez ambitieuse. Quand ce fameux dossier de candidature a été fait en 2018, on se disait 50 millions, 5 ans, on peut faire des miracles. 3 ans plus tard, c'est une autre réalité. On est rendu un peu au bilan de mi-parcours. On est un peu dans une vision où est-ce qu'on essaie de regarder à qu'est-ce qu'on peut réaliser en termes de pérennisation d'ici les 2 dernières années. Mais ça va quand même assez bien. Ça fait en sorte que justement, on est dans une situation où est-ce qu'on a beaucoup appris de nos expérimentations, de nos projets. Nos partenaires ont beaucoup aussi été en mesure de pivoter, de changer les idées, de faire des choses qui sont toujours avec la conception initiale. Donc, on aime parler qu'on construit un écosystème, que les partenaires qui sont financés dans la communauté sont aussi justement un effet justement de multiplication dans la communauté. Ils sont là, ils influencent, ils partagent leurs expériences qui sont justement au cœur de leur projet et idéalement vont poursuivre évidemment ces projets-là une fois passé le financement initial. Aujourd'hui, on met beaucoup l'emphase sur les projets en données. C'est les projets que moi, je soutiens avec mes collègues. Donc, ouais, bon. Donc, cette culture d'expérimentation, comme je disais, c'est un leadership qui est partagé avec les partenaires du programme. La Ville est surtout là comme pour faciliter la réalisation des projets. Et l'objectif aussi, c'est d'en faire une vision de bien commun, de laisser justement des éléments qui vont changer la vie des résidents-résidentes justement de Montréal. Aujourd'hui, justement, je ne veux pas trop prendre l'espace. Je veux que nos partenaires soient en mesure de pouvoir prendre la place pour présenter vos projets.
Petit élément en finissant aussi pour mentionner que la Ville de Montréal a un plan stratégique Montréal 2030. Ce plan-là, justement, est aussi un élément qui motive, dans le fond, les projets. Ils sont alignés avec cette conception, justement, cette vision de Montréal, justement, qui est plus innovante, qui réfléchit, justement, à une transition écologique, à la solidarité, l'inclusion et une démocratie et la participation. Donc, les projets aussi sont appelés à s'aligner, justement, avec cette vision qui est partagée par la Ville avec les citoyens. Donc, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à regarder sur le site web, justement, de Montréal en commun. Et je vais céder la parole pour la prochaine conférencière à Elsa. Ça marche? Oui. Merci, Patrick. Ah oui, bonne chance avec ça. Bon. Alors, on essaye. Moi, je suis donc Elsa Bruyère. Je vais pour ce matin représenter la Fabrique des Mobilités Québec, qui est un organisme qui a été créé en, je ne sais plus quelle année, 2016, quelque chose comme ça. Non, mais pas très longtemps avant le défi, donc c'est pour ça. Juste un mot sur la Fabrique des Mobilités. Donc, c'est un organisme à but non lucratif qui rassemble plusieurs partenaires. Et la particularité, c'est qu'on cherche justement à diminuer le risque de développement de mobilité durable, que ce soit pour les villes, que ce soit pour les citoyens ou que ce soit pour des acteurs de transport. On essaye d'aller chercher ce qui existe déjà qui pourrait diminuer ce risque-là, notamment ce qu'on appelle les communs, donc le open source ou les connaissances ouvertes existantes. Et donc aussi, on est un contributeur important de ces connaissances-là, et c'est pour ça que quand le défi des villes intelligentes a été lancé par la Ville de Montréal, on a levé la main pour répondre avec la Ville. Ce dont je vais parler ce matin, bon, hop, ça je passe, vous savez tout. Ça, c'est les sujets sur lesquels on est en ce moment. Je les ai rappelés juste pour dire sur quoi on travaille. Il y a donc beaucoup de sujets qui concernent tous la mobilité durable. Et alors voilà. Donc, dans le cadre du défi, on s'est dit, très bien, on veut une mobilité plus durable. On veut donc potentiellement que les gens qui utilisent encore une auto dans Montréal puissent le faire de la façon la plus efficace possible, notamment en ne perdant pas de temps sur le stationnement. Parce qu'on sait que la recherche d'un stationnement, c'est un coût écologique. Il n'y a pas juste le trajet qui compte, il y a le temps où on tourne et où on se cherche un stationnement. Ça paraît tout simple, ce qu'on dit là, mais en fait, c'est pas si évident. Et le premier besoin qu'on a dans ces cas-là, c'est de savoir, en fait, c'est quoi les stationnements disponibles et surtout, quelle information est nécessaire à un automobiliste ou à un citoyen pour utiliser la bordure de rue, pour utiliser l'espace. Est-ce qu'il a besoin de connaître les emplacements des bornes? Est-ce qu'il a besoin de connaître les bateaux? Est-ce qu'il a besoin de connaître le prix, par exemple, que coûte un stationnement payant? Est-ce qu'il veut connaître les zones résidentielles, etc., etc. Alors, pour faire ça, on s'est dit, on va le faire sur un périmètre petit, on veut dérisquer. Donc, on a choisi la Plaza Saint-Hubert parce que c'était un des partenaires de la ville, un arrondissement qui avait envie aussi de contribuer. On fonctionne en écosystème, comme l'a dit Patrick. Et donc, on s'est dit, on va travailler sur ce périmètre-là, autour de la Plaza, et aller chercher, à partir des données ouvertes existantes, est-ce qu'on est capable de faire une cartographie qui est fiable pour que les automobilistes puissent l'utiliser et anticiper leur déplacement. Mais avant que de dire qu'on fait une cartographie, on s'est d'abord posé la question de savoir, comme j'ai dit, c'est quoi les données dont on a besoin. Hop. Et ça a donné ça, c'est-à-dire qu'on est allé chercher quelque chose qui existait, qui s'appelle Curbellar. C'est un standard open source, donc c'est une façon de représenter des données. On n'a pas eu besoin de faire du développement logiciel pour ça. Il y a toute une communauté de contribution. Évidemment, quand on développe des projets, souvent nous-mêmes on contribue, donc c'est assez intéressant aussi. C'est du libre, hein, donc ici il n'y a pas de licence à acheter. On n'est pas obligé d'avoir. Parfois le libre a des licences, ça dépend, mais celle-là n'en a pas. Et puis on est allé chercher les données ouvertes qu'on avait et on les a mises dans la carte, ce qui nous a permis de faire une représentation donc du stationnement, des règles de stationnement, des informations sur les bornes d'incendie et autres sur la Plaza. Ce qui est ressorti de ça, parce que bon, là, l'histoire est belle quand je vous dis ça,
Et c'est pour ça que c'est une expérimentation. C'est ce qui est ressorti qui est intéressant. Et bien, ce qui est ressorti, c'est ce qui est au-dessus de moi. C'est qu'en fait, quand on fait ça, on se rend compte que finalement, il n'y a pas encore à l'intérieur de la ville, des arrondissements, un parcours de la donnée. C'est-à-dire que les acteurs entre eux, ils ne savent pas qui produit de la donnée et par qui elle est consommée. Ce qui fait que si jamais un acteur qui doit produire de la donnée ne la met pas à jour, bah, tous les autres ont des données fausses. Et là, nous, on s'est retrouvés avec une cartographie qui était fausse, ce qui est très intéressant. Encore une fois, ça n'a pas pris énormément de travail, c'est un très bon apprentissage, ça évite de partir un projet plus gros qui aurait échoué. Voilà, là, on a tout de suite pu voir qu'on n'avait pas la capacité de produire une donnée homogène, de qualité, à la grandeur de la ville de Montréal. Et ce que ça nous a permis de faire, c'est de dire, OK, mais on se rassemble, qui sont tous les producteurs et les consommateurs de données, et on a établi une habitude de travail ensemble. Donc, je pense que là, on est effectivement dans un écosystème qui vient de gagner en capacité à donner des bénéfices à ses citoyens. Et puis, les autres apprentissages, c'est ceux qui sont en dessous. Donc, comme j'ai dit, le parcours de la donnée, le fait de travailler en écosystème et de ne pas se dire, de ne pas présupposer que les autres ont fait, mais de bien considérer qu'à partir du moment où on est sur un périmètre de ville et qu'on est un producteur de données, potentiellement on intéresse les autres et que donc il faut qu'on s'assure de les garder à jour, ces données-là. Et puis l'autre, c'est qu'en fait, on s'est aussi rendu compte que mettre à jour ces données, c'est très coûteux pour les partenaires. Alors, est-ce qu'on a la possibilité de leur faciliter la vie ? On a développé une deuxième expérimentation qui s'appelle MobiClick. C'est une application et là, on teste le fait que les citoyens, que n'importe qui, puissent mettre à jour en fait ces données de stationnement en prenant des photos à partir de son téléphone. Donc, l'expérimentation, elle n'est pas terminée parce qu'on a donc validé que ça a l'air de fonctionner pour les citoyens. Maintenant, ça demande un traitement manuel beaucoup trop lourd. Donc là, il y a une viabilité. On est en train de regarder avec le partenaire qui est l'Agence de mobilité durable si on peut déposer un dossier pour qu'il y ait un travail beaucoup plus profond d'intelligence artificielle pour qu'il y ait une automatisation de cette fonctionnalité. Et l'agence pourrait du coup devenir utilisateur de ce qui à la base était juste une toute petite itération qui est que on aurait plus tard, je ne sais pas quand encore, la possibilité, nous, Montréalais, de mettre à jour les données des stationnements en tout temps. C'est tout, ça fait le tour de ce que je voulais vous présenter ce matin. Voilà, ça c'est MobiClick, c'est la dernière itération du moment. Ma conclusion, c'est que c'est très intéressant de travailler avec des données ouvertes parce que ça permet, comme je l'ai dit là, de faire des tout petits bouts d'essais. Ça requiert quand même de prendre le temps de faire des petits essais et de ne pas hésiter à se rendre compte que quelque chose ne fonctionne pas. Parce que du coup, on se crée des vraies bonnes opportunités et on va les saisir. Et on se retrouve aujourd'hui avec quand même potentiellement, par rapport à il y a un an, beaucoup plus de données qui seront créées en matière de gestion de la bordure de rue et donc de décarbonisation de notre ville de Montréal. Voilà, merci. Je vais peut-être me lever parce que je vais me faire mal au cou autrement. Voilà. Donc, je suis là pour vous présenter le pôle d'analyse de données sociales, qui est un des pôles de Montréal en commun et plus précisément donc un des volets du pôle. Le pôle est coordonné par le CRIEM. Ça lui a été confié donc par Montréal en commun. Vous savez maintenant que c'est financé par le défi des villes intelligentes. C'est par là qu'il faut le faire. Non? Ouais. Est-ce que ça marche? Oui. Alors, pour orienter leur action, les organismes de services publics doivent comprendre les communautés locales qu'ils desservent. Et pour comprendre ces communautés, ils ont besoin de données sociales et de moyens pour les analyser. Le problème, c'est que, et vous voyez, différents acteurs de la ville et des problèmes qu'il peut y avoir. Alors, des acteurs, actrices de changement de la Ville de Montréal ont décidé de remédier à ces difficultés en formant un partenariat de données. Donc, il y a le CRIEM ici, le Centre de recherche interdisciplinaire en études montréalaises, la santé publique, la Ville de Montréal à travers Centraide, le Conseil SAM, qui est le Conseil pour la santé
des Montréalais, mais j'oublie tout le temps. Système alimentaire, Système alimentaire montréalais. Montréalais, voilà. À l'invitation de la Ville. Donc, on a été réunis lorsque la Ville a remporté le prix pour former le pôle. Alors, je suis administrateur de recherche à McGill et j'ai la responsabilité de la coordination du laboratoire d'analyse des discours et récits collectifs qui a été mis sur pied au CRIEM pour développer, soutenir un des volets donc, de ce qu'on voulait réaliser au pôle. Alors, un problème auquel on fait face, c'est qu'il y a de plus en plus d'informations, et je ne vais pas lire ça en détail, là, mais en somme, par exemple, les médias. Donc, si vous cherchez, je ne sais pas si vous faites une requête là, dans des moteurs de recherche ou dans Google News, quelque chose comme ça, par semaine, vous allez avoir de plusieurs milliers, je crois près de 10 000 nouvelles sources d'informations, nouveaux articles à travers, je ne sais pas moi, une centaine de médias qui mentionnent Montréal. Donc, si on veut faire un suivi sur un sujet, rapidement, on est obligé de faire une sélection comme ça, puis de laisser tomber la majorité des choses qui se disent. On a donc un problème de traitement de l'information ici. Alors, il existe des méthodes maintenant de traitement de l'information informatique qui ne vont pas remplacer un analyste sur toute la ligne, mais qui peut l'aider beaucoup, assister son travail d'analyse, l'accélérer. Alors, on s'est orienté vers le développement d'un outil d'information recourant au traitement automatique des langues pour assister une veille informationnelle. Qu'est-ce que l'assistance à l'analyse de texte? Donc, voilà, grosso modo, on cherche à réduire la masse documentaire, y mettre de l'ordre, faciliter le va-et-vient dans l'analyse, modéliser le travail de l'analyste, offrir une sorte de coffre à outils pour un raisonnement explicité. Donc, à un certain moment, ces outils-là passent du côté de l'analyste. Le projet, cet outil d'information pour les acteurs civiques et municipaux, alors sur 5 ans, constitution d'un très grand corpus pour mener une preuve de concept sur la sécurité alimentaire. Indexation, géoréférencement, indice de centralité par rapport à un certain enjeu, modélisation des représentations sociales, mesure d'écart et l'automatisation de la veille, bon, pour 2024. Un exemple qui était d'actualité, ma foi, il y a 10 jours, 11 maintenant, et on a fait une petite présentation à l'interne il y a 2 semaines, et Patrick avait bien aimé, donc je le reprends. Alors, j'ai demandé à mon équipe, est-ce qu'on peut produire rapidement un aperçu de discours sur un thème précis? Et voici ce qu'on a fait en quelques jours. Donc, on a un corpus sur l'alimentation à Montréal qui a été constitué, comme on a vu tantôt. On a près de 46 000 articles. Et là, on a pris ce corpus-là, puis on a dit, bon, ben, on va récupérer tous les textes dans lesquels il y a la mention d'Halloween. Si ce n'est pas inclus, on le tasse. Si c'est inclus, on le conserve. On a donc 206 articles de langue française, 131 articles de langue anglaise. Alors, on a des textes qui concernent l'alimentation à Montréal et qui mentionnent l'Halloween. Et on a cherché s'il y avait des adresses ou des mentions de quartiers ainsi que de lieux qui sont géoréférençables. Alors là, vous avez une représentation, un graphique assez simple ici, qui représente les mots selon leur fréquence dans les textes des médias francophones. Donc, Montréal, évidemment, est au centre, puisque c'est le premier critère pour qu'un texte soit inclus était qu'il y avait le mot Montréal. Puis ensuite, bon, on voit apparaître un certain nombre de choses. C'est intéressant de constater que les médias anglophones ne vont pas avoir nécessairement les mêmes mots. Évidemment, bon, c'est en anglais, mais d'autres mots apparaissent qui ne sont pas toujours comme corrélés sur le corpus français. Mais bon, après ça, c'est plus intéressant. Je disais tantôt, on géolocalise les textes. Alors, on s'intéresse au territoire montréalais. Si on ne fait qu'utiliser la co-occurrence donc d'Halloween et de quartier, juste le mot quartier, on voit une transformation dans ce qui apparaît. Donc, tout à coup, Montréal prend un peu moins le... Oups, on va trop vite. Et on voit apparaître des activités et des personnes, ou en fait, ce que font les personnes à l'Halloween. Donc, on se rapproche des gens avec les quartiers. Ça, ici, on voit là, sur toute la carte, à la fois les noms de lieux et les adresses. Donc, les adresses sont récupérées, elles sont projetées sur une carte, et les noms de lieux sont associés à des adresses, sont récupérés, puis ils sont projetés sur la carte. On voit qu'il y a beaucoup d'activités vers le centre, et cet axe-là est probablement l'axe où il y a la plus forte population. Là, je n'ai pas cette information-là directement avec moi, mais je sais que ça se reproduit tout le temps.
À tout le moins, les médias, en tout cas les journalistes, semblent pas mal habités dans cet axe-là. Et je peux dire qu'il y a beaucoup de gens à la Petite Patrie, parce que moi, j'y habite, là, puis continuellement, on parle d'épicerie, puis la nouvelle photo est d'une épicerie du quartier, on parle de café, à chaque café, chaque restaurant qui apparaît. Donc, il y a parfois des biais journalistiques. Et donc, cet axe-là est où on avait le plus d'activités. Et là, voilà. Et là, ça devient intéressant quand on va chercher quand on recentre l'analyse, plutôt que tout Montréal avec un terme, quartier, on est allé chercher ce qui concerne le quartier Maisonneuve. Donc, mention de lieu, adresse. Là, on voit apparaître ce nuage-ci avec au centre les bénévoles. Donc, Maisonneuve, c'est Hochelaga Maisonneuve. Outremont, le terme central, les activités de l'Halloween, c'est la musique. Alors, on joue de la musique à Outremont. À Maisonneuve, on cherche des bénévoles. À Outremont, on joue de la musique. Et dans le Vieux-Montréal, bien, on met plutôt de l'avant des marchés, les commerces, information. C'est plus touristique, c'est plus commercial. Ici, l'exemple de la mobilisation des bénévoles. Donc, si on fait un graphe où on peut avoir comme un tableau synoptique de ce qui se dit, ce qui concerne les bénévoles, bien, on voit qu'on cherche les bénévoles, on t'invite à appeler à tel numéro de téléphone, pourquoi on veut des bénévoles. Bon. Et donc, ça peut avoir l'air un peu anecdotique de parler de l'Halloween, mais il se trouve que c'est un indicateur de vitalité des communautés. Parce que lorsqu'on cherche à savoir si une communauté, disons, va bien, si elle est sécuritaire pour les enfants, de constater qu'il y a beaucoup d'activités organisées pour l'Halloween dont on parle, c'est considéré donc un indicateur. Alors, le travail d'analyse qui va chercher dans une grande masse textuelle pour avoir un suivi de ce qui se passe avec une distinction par quartier peut donc amener un élément complémentaire à des analyses qui se baseraient sur du quantitatif, par exemple Statistique Canada, mais à laquelle échappe beaucoup, disons, de l'épaisseur de la vie dans les quartiers. Et, merci. Bonjour, donc à moi le tour. Donc, est-ce que ça marche? Oui, oui. Ok, donc moi, c'est Samuel Cohn, donc enchanté, plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Et je représente Nord Ouvert, donc nous sommes une OBNL fondée à Montréal en 2011-2012 à peu près. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler d'une thématique très sexy qui est la gouvernance des données. Donc Nord Ouvert, nous sommes le porteur de projet du chantier de la gouvernance des données de Montréal en commun. Et donc je vais vous parler de l'importance de la gouvernance des données au sein d'une ville intelligente et des solutions accessibles que nous proposons aux partenaires. Alors, tout d'abord, une petite mise en contexte. Imaginez que vous êtes un porteur de projet au sein d'une ville intelligente ou d'une communauté d'innovation comme Montréal en commun. J'imagine qu'il y en a dans la salle. Et donc, bien sûr, votre projet a un objectif ou des objectifs. On espère qu'elles sont centrées sur de réels besoins. Je vous donne quelques exemples. Ça pourrait être pour accélérer les transitions écologiques, pour améliorer la qualité de vie des résidents, des résidentes. Ça pourrait être de favoriser la démocratie, l'inclusion sociale, etc. Et pour atteindre ces objectifs, eh bien, vous avez recours à de la collaboration, l'expérimentation, la participation publique, mais aussi aux données, pour mieux vous informer, pour tirer des conclusions et pour éclairer votre prise de décision individuelle et collective. Et donc le constat, c'est qui dit ville intelligente, dit d'une façon ou d'une autre l'utilisation des données pour atteindre vos objectifs. Et ça fait d'ailleurs partie de la vision commune de Montréal en commun de valoriser les données pour éclairer la prise de décision. Un petit instant. Non, ça ne marche pas. Ok, mais là, ça a sauté une slide. Ok, on y est.
Donc nous avons également sondé, nous avons mené une enquête auprès des partenaires de Montréal en commun, c'était au début de l'année 2021, et plus de 80% des partenaires affirment qu'ils utilisent les données pour stimuler l'innovation, pour démontrer l'impact de leur projet, et également pour éclairer leur prise de décision, donc vraiment pour améliorer leur projet, améliorer leur service à la lumière des besoins des utilisateurs et des utilisatrices. Bien évidemment, il y avait d'autres raisons aussi pour lesquelles ils utilisaient les données. Et donc, en fait, jusqu'à là, tout va bien en théorie, mais la réalité en pratique, c'est que les données sont construites. Je pense qu'on sait tous que les données ne poussent pas sur les arbres. Et donc, derrière leur construction, il y a des technologies, mais surtout, il y a des choix humains, hein. Et ces choix ne sont pas neutres. Et donc, les valeurs potentielles recherchées par les données dans l'intérêt du public, eh bien, elles ne sont pas garanties. Donc, imaginez par exemple que vos données ne sont pas exploitables, imaginez qu'elles sont de qualité insuffisante aux fins déterminées. Peut-être que certains individus, certains groupes sont sous-représentés ou mal représentés dans vos échantillons de données, ou que des données à caractère sensible ou personnel ne sont pas adéquatement protégées. Eh bien, si vous utilisez ces types de données-là, ça peut propager de la désinformation, ça peut vous induire en erreur, ça peut aboutir à des prises de décision qui ne sont pas représentatives de la diversité des besoins d'une communauté, et ça peut susciter des préjudices considérables, que ce soit économiques, physiques, psychologiques, etc., envers des communautés, envers des personnes, envers des groupes. Donc ce qu'il faut vraiment retenir, c'est qu'une utilisation malsaine des données a un réel impact négatif en fait, sur nos vies, potentiellement, et sur nos communautés. Et c'est là qu'intervient la gouvernance des données, hein, qui englobe la totalité des facteurs qui encadrent en fait, les décisions relatives aux données. Donc, à gauche de l'écran, je vous mets quelques exemples de décisions qui peuvent être prises pour encadrer l'utilisation des données. Et en fait, dans certains cas, dans certaines organisations, ces décisions sont prises de manière ad hoc, potentiellement en excluant certaines parties prenantes, dont certaines en fait, sont systématiquement sous-représentées dans la prise de décision. Et c'est seulement lorsque la gouvernance des données devient inclusive, lorsqu'elle devient cohérente, en institutionnalisant ces décisions à travers des politiques, à travers des processus, à travers des rôles, des responsabilités bien clairs, bien définis, que l'on va pouvoir systématiquement valoriser les données tout en atténuant les risques liés à leur utilisation et en tissant des liens de confiance avec toutes les personnes concernées. Et donc nous, notre rôle Nord Ouvert dans le projet, c'est vraiment un rôle transversal, c'est de travailler avec tous les partenaires de Montréal en commun, y compris le CRIEM, y compris FabMob, pour que leurs projets et leurs bénéficiaires puissent bénéficier d'une gouvernance des données qui soit efficace, qui soit collaborative, qui soit responsable, et tout ceci au service du bien commun. Alors comment s'y prendre? Bon, c'est complexe parce qu'on est au niveau d'un écosystème. Et puis, il y a des partenaires qui ont des besoins, des réalités très variées en matière de gouvernance des données, qui utilisent différents types de données. Donc, nous, le point de départ, c'était vraiment de trouver les bons principes directeurs autour desquels l'ensemble de l'écosystème peuvent se rassembler. Et puis, on a de la chance, ici à Montréal, la ville s'est dotée d'une charte de données numériques, comme vous le voyez, avec 13 principes. Et on a constaté, et puis on a consulté bien sûr les parties prenantes, que ces principes couvrent généralement bien l'ensemble des enjeux éthiques de la donnée à notre ère numérique. Donc on a nos principes directeurs, mais le problème c'est qu'une charte, ça nous dirige dans la bonne direction, mais en fait c'est un outil de dialogue, hein. Donc elle ne nous dit rien du tout sur comment opérationnaliser ces principes. Donc nous, Nord Ouvert, le travail que nous avons fait, si on y arrive, voilà, c'est de co-développer un cadre de gouvernance des données. Et en fait, ce que ce cadre il fait, il traduit les principes de la charte en actions concrètes que nous appelons des tactiques à poser par les partenaires tout au long du cycle de vie de la donnée pour se tendre vers le respect des principes et pour aller vers une gouvernance des données responsable, efficace et collaborative. Donc la première version du cadre, elle est publique, vous pouvez la consulter sur notre site.
Elle a été diffusée auprès des partenaires en janvier 2022 et elle recense un peu plus de 70 tactiques à poser tout au long du cycle de vie de la donnée. Donc, qu'est-ce qui se passe après la diffusion du cadre? Il faut renforcer les capacités des partenaires justement à implanter ces tactiques. Donc nous, Nord-Ouvert, la stratégie qu'on a adoptée, c'est de concevoir, et puis nous animons en ce moment une communauté de pratique. Donc concrètement, c'est quoi la communauté de pratique? C'est des activités de sensibilisation. On va faire des tests, des expérimentations pour justement implanter et mettre en œuvre ces tactiques à partir de cas d'utilisation de données qu'on va identifier. Puis suite à ces tests, on va partager et diffuser les apprentissages et puis les connaissances également. On va créer des nouvelles ressources qu'on va mettre en commun pour faciliter la mise en œuvre de ces tactiques dans le futur par d'autres partenaires. Et puis ce qu'on va faire également, c'est mettre en place des stratégies d'évaluation pour être sûr que leur mise en œuvre atteint les résultats souhaités. Et l'autre chose, c'est qu'on va faire des efforts pour les optimiser en continu. Et donc l'idée, qu'est-ce qui se passe? L'idée derrière la communauté de pratique, c'est vraiment qu'ensemble, on va plus loin dans nos parcours respectifs de la gouvernance des données. Et pour conclure, ce que nous voulons démontrer également, c'est que même si la gouvernance des données, ça peut paraître un concept quand même assez abstrait, non seulement elle s'opère, mais en plus de ça, on peut mesurer ses effets et ses bénéfices. Donc, je vous pose la question, à quoi ressemble une ville intelligente avec une gouvernance des données responsable, efficace et collaborative? Nous avons fait le travail à travers une théorie de changement. Donc, voici nos hypothèses du moment. Donc, c'est vraiment une ville intelligente où la prise de décision bénéficie de perspectives plus variées, où l'utilisation, il y a moins de risques, en fait, moins de préjudices dus à l'utilisation des données, où les évaluations des besoins, les évaluations de l'impact des projets sont plus pertinentes et plus précises. C'est également une ville intelligente où, et ça c'est très important, les droits fondamentaux de la personne et des groupes à notre ère numérique sont davantage respectés et ça devient la norme et pas l'exception. C'est également une ville intelligente où les parties prenantes, les individus, les résidents sont davantage impliqués et puis représentés dans les décisions concernant leurs données. Et finalement, c'est une ville intelligente où il y a une multiplication ou une intensification de projets de collaboration multidimensionnelle pour trouver, et fondés sur les données, pour trouver des pistes de solutions à des problèmes complexes comme le changement climatique. Donc merci beaucoup. Si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à consulter notre site nord-ouvert, opennorth.ca. Et vous pouvez trouver tous ces documents sur le chantier de la gouvernance des données, le cadre. Vous pouvez nous donner vos retours. On travaille sur une deuxième version également. Merci. Merci beaucoup. Justement, ma première question, ce serait pour Nord-Ouvert. Dans les données, est-ce qu'il y a des fois des utilisations ou un peu des préjugés que les gens auraient, qu'on pense que c'est une bonne utilisation, mais on s'en va dans le champ? Je sais que ma question est un peu large, là, mais est-ce que vous voyez peut-être chez différents partenaires une problématique qui est un peu récurrente là-dessus? Donc la question, c'est s'il y a des utilisations de données qui ne sont pas éthiques, par exemple? Oui, mais qu'on s'en rend pas compte, puis qui est peut-être une utilisation plus commune qu'on pense ou un réflexe qu'on aurait d'utilisation. C'est une bonne question. Alors, je ne peux pas forcément répondre pour Montréal en commun au sein des partenaires. Je pense que c'est également aux partenaires de répondre à cette question. Puis en ce moment, il y a des accompagnements ciblés. Donc nous, on se plonge dans des cas d'utilisation très spécifiques. Donc là, évidemment, on connaît la réalité des partenaires. Mais de manière générale, oui, l'idée, c'est vraiment que si on n'engage pas les parties prenantes, si on ne prend pas l'effort, et puis ça fait partie de la deuxième étape, parce qu'on a structuré dans le cadre les tactiques à poser par thématique, puis ça suit un tout petit peu le cycle de vie en fait, des données. Et puis la deuxième étape, c'est vraiment d'engager les parties prenantes. Donc il faut mettre en place des stratégies d'engagement des parties prenantes. Puis si vous ne le faites pas, en fin de compte, c'est très fort probable qu'il y aura des enjeux, une utilisation qui ne soit pas forcément éthique, comme je l'ai dit, qui ne prend pas forcément en compte les besoins, les considérations de la variété des parties prenantes. Ensuite, c'est assez difficile de trouver des stratégies, comment engager
les parties prenantes, créer des personas, etc. Mais de les engager autour d'un projet, c'est une chose, mais autour de l'utilisation de leurs données, c'est une autre chose. Et c'est d'ailleurs, ça fait l'objet d'un des accompagnements ciblés sur lequel nous travaillons en ce moment avec l'un des partenaires. Donc, on aura des apprentissages à partager. Parfait, merci. Patrick, dans la sélection des partenaires, ou s'il y a différentes organisations qui seraient intéressées à avoir l'accompagnement, comment ça fonctionne vraiment? Bien, Montréal en commun, ça a été créé justement en 2018, à l'origine, quand on faisait le dossier de candidature. Donc, les partenaires, c'est ceux qui, justement, étaient autour de la table à ce moment-là, qui ont été les premiers à être financés une fois que la Ville et les partenaires ont gagné le défi. Mais on ne sait jamais, justement, pour la suite, il y aura peut-être justement les opportunités qui pourraient se présenter puis faire en sorte. Donc, on est toujours ouvert à trouver des partenariats avec des nouvelles organisations, ou même, ça peut être de les renvoyer vers les partenaires existants qui seraient intéressés là, à collaborer avec eux. Parfait. Puis, au niveau je dirais, les projets qui sont en développement, puis tout ça, c'est quoi le rôle exactement ou le bénéfice de travailler en commun comme ça? De mon point de vue, et en conséquence de ce que je vous ai présenté, c'est qu'il est rare que ces projets, par exemple en mobilité, mais je sais qu'en alimentation c'est la même chose, on ne les fait pas tout seul. Mais la mobilité, c'est vrai que c'est un très bon exemple parce que, et les données en mobilité, c'est vraiment le cas, il y a des producteurs et des consommateurs. On est vraiment dans une situation où si moi je génère de l'information, toi tu vas l'utiliser pour créer un service ou autre. Ça veut dire qu'on est par défaut en écosystème. Il y a un très bon exemple de ça, la standardisation de ces données-là en mobilité, elle passe vraiment par un travail en écosystème. Le producteur, par exemple, de l'horaire de bus, du GTFS, il ne peut pas fonctionner si notre planificateur il n'utilise pas le même format. Voilà. Donc ces deux acteurs-là sont amenés à travailler ensemble par défaut. Et je pense qu'on est rendu à un point où on sait que cette technologie-là, elle passe par, pour avoir un potentiel fort, elle passe vraiment par le fait de travailler à plusieurs. Pas juste parce qu'on y croit, mais vraiment profondément parce que c'est ce qui fait qu'on a tous le même horaire de bus dans notre téléphone. Voilà. Et pas 4 horaires de bus différents. Est-ce qu'il y a peut-être des questionnements qui se posent des fois sur le niveau de la propriété intellectuelle ou le terrain de jeu de chacun? Disons qu'un enjeu qu'on a eu sur la question de la propriété intellectuelle, c'est, par exemple, ce qu'on a montré tantôt, se base sur une analyse des textes médiatiques. Mais au Québec, il n'y a pas de cadre, et puis en général, mais il n'y a pas de cadre pour le moissonnage, c'est-à-dire d'aller récupérer des dizaines de milliers, peut-être des centaines de milliers de textes qui sont sur les journaux, qui sont généralement accessibles à un certain moment. Mais cette forme d'accès-là, voilà, légalement, c'est pas encadré. Et on est assez frileux, je dirais, au Québec par rapport à ça. C'est-à-dire, en général, les médias sont contre. Donc, ils demandent de ne pas le faire. Ils n'ont pas les moyens techniques pour l'empêcher, mais ils demandent de ne pas le faire. Donc là, les producteurs ayant droit nous demandent de ne pas faire quelque chose. Et étant donné qu'on travaillait, en tout cas, déjà à l'université, on essaie de respecter éthiquement là, les procédures. Mais en plus, dans le cadre de Montréal en commun, ça ne nous paraissait pas possible de ne pas en tenir compte. Alors, pour tous les sites qui n'avaient pas d'interdiction, on a procédé. Et puis pour les sites qui étaient importants, la presse, les médias métros qui nous l'interdisaient, on a négocié avec Cision, qui est propriétaire du dépôt d'archives médiatiques Eureka. Je crois qu'avant, c'était comme local, mais ça a été acheté par cette grosse firme-là, pour qu'eux aillent vers les journaux, négocient des ententes avec eux et qui nous permettent ensuite d'utiliser leur dépôt pour aller faire le moissonnage. Ça a simplifié d'un côté la récupération parce que tout est assez suit des gabarits à eux pour ces médias-là, mais aussi ça nous a donné, ou ça a encadré notre pratique. Parce qu'après, pour la publication du corpus, il y a encore des enjeux. Donc, il ne faut pas dépasser tant de pourcents, mais à tout le moins, à notre connaissance, c'est la seule entente de ce genre. En tout cas, on sait que Cision n'en a pas d'autres, qui encadre légalement et qui rassure les médias
qui, Dieu sait, en ont besoin, je dirais, au Québec pour procéder. Donc, je pourrais rajouter un point là-dessus. C'est sûr que côté propriété intellectuelle, il y a des mécanismes de gouvernance qui permettent un peu de naviguer tout ça, mais aussi ce qu'on voit, faut vraiment penser au spectre d'ouverture des données. Donc c'est pas noir ou blanc, donc soit on a des données privées et puis ça m'appartient à moi, soit on a des données ouvertes et puis c'est pour tout le monde. Donc il y a tout un spectre au milieu de données partagées où justement on peut appliquer des conditions, donc des conditions de partage, d'utilisation, d'accès, etc., qui permet justement quand même de valoriser les données, de partager ces données. Puis ensuite, ça revient un peu au concept qui est un des principes de la charte, qui est la souveraineté des données. Donc d'une côté, il peut y avoir la souveraineté territoriale de la ville, hein, donc des données d'intérêt général devraient être partagées avec la ville. Et puis ça, pour naviguer, ça pourrait être inclus dans les ententes, par exemple, de conventions. Lorsque un projet est financé par la ville, eh bien, certaines données qui sont dépersonnalisées, anonymisées, devraient être partagées à la ville pour qu'elles soient ensuite partagées avec les acteurs pour qui il y aurait une utilisation, une réutilisation intéressante. Puis ça amène la question d'autres types de souveraineté, donc la souveraineté d'une personne à contrôler ses propres données, donc le consentement, etc. Mais aussi la souveraineté des données autochtones. Donc là, on parle surtout de donner à ces communautés-là le contrôle de justement déterminer comment leurs données vont être utilisées. Merci. Puis dans les différents projets, est-ce qu'il y a un début, milieu, fin ou ça va être une constante évolution? Pour ce qui est de la Fabrique des mobilités, dans la mesure où on est là pour faire des expérimentations, donc identifier des risques, les réduire, et de ces apprentissages-là, recommander à certains partenaires des façons de faire, il y a toujours une fin. Et la fin, c'est de passer à nos partenaires la fonctionnalité, la donnée, la connaissance. Donc là, je précisais par exemple pour MobiClick, l'idée c'est pas que cette application-là, qui est open source, elle soit à la Fabrique des mobilités, mais bien que cette fonctionnalité, elle aille vers l'acteur du territoire qui lui a vocation à gérer la bordure de rue. La Fabrique des mobilités n'est pas un acteur, n'offre pas de service de mobilité, donc on n'a pas vocation à garder ça. Donc on appelle ça viabiliser un projet, lui trouver son modèle d'affaires, et en général, le modèle d'affaires, c'est qu'il est un porteur. Donc pour nous, il y a toujours un début, un milieu, une fin. Pour nous, alors nous, en fait, le parcours de la gouvernance des données, on l'appelle un parcours pour une raison, c'est en fait évolutif, et donc évidemment notre projet aura une fin éventuellement, mais la gouvernance des données, non, parce que tout évolue en fait. Donc c'est une évolution constante, les technologies changent, les lois changent, les normes changent, les habitudes, etc. Donc en fait, ce que nous on propose, c'est que la gouvernance des données, c'est pas une destination. C'est pas on met en place des tactiques et puis boum, on a fini. Donc l'idée, c'est vraiment itératif et cyclique. Il faut les optimiser en continu. Il faut continuellement faire une veille de qu'est-ce qui se passe et comment on peut optimiser en continu justement les tactiques qu'on met en place. Puis l'autre côté, c'est que nous, notre vision, c'est que, pour le moment, ce qu'on propose, c'est vraiment pour les partenaires, mais que l'ensemble des partenaires, en fait, on est en train de gagner en autonomie. On devient des champions de la gouvernance des données. Puis ça, c'est pour être au bénéfice de la communauté au plus large. Donc les outils qu'on a développés aussi, elles sont conçues en fait pour être utilisées par d'autres personnes. Moi, si je peux ajouter, je dirais que, évidemment, le financement, lui, a une fin, là, bien qu'il y a des tentatives et pour donner des suites à certains projets. Le développement qu'on fait là, on a une planification en souhaitant arriver à terme à, pour certaines choses, avoir des formes de pérennité. Sur le très long terme, on ne sait jamais, là. Mais une des choses qui est toujours un acquis, ou en tout cas qu'on vise et qui, avec le financement, on a l'occasion de mettre en place des collaborations. Il y a des savoirs qui se développent, mais il y a des relations qui s'établissent. Et ça, ça a toujours beaucoup plus de chances, je dirais, d'être pérenne si les institutions sont en mesure de se rapprocher. Le pôle d'analyse de données sociales réunit des gens qui travaillent sur des thèmes communs, qui sont près des populations ou qui tentent ou qui aident
d'autres organismes qui sont près des populations, mais généralement, on ne partage pas les données entre eux. Donc, le travail de récupération des données se fait à chaque fois. Alors, cette collaboration-là, une fois qu'elle est mise en place, une fois que des outils sont en place, mais par-delà les outils que les personnes ont pris ces habitudes-là, ça, on souhaite bien que ce soit pérenne. Et on a bon espoir, je dirais, que je pense, de tout Montréal en commun sorte un écosystème avec un maillage beaucoup plus fort. Après qu'il y ait une pérennité aussi Ben, avec tous les acquis. C'est ça, ouais. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Non? Bon. Bien, je vais conclure en demandant pour Montréal en commun, justement, la suite, là, comment on peut voir ça. Donc, ça va continuer à être facilitateur pour ces projets, puis à quoi pas s'attendre, disons, dans la prochaine année, 2 ans, 3 ans? Bien, évidemment, c'est ça. Comme on m'a regardé un peu dans ma présentation, présentement, on est plus dans la phase de faire le bilan de mi-parcours. Le financement qui nous vient d'Infrastructure Canada a une date de fin, mais l'idée, c'est de travailler avec les partenaires pour faire en sorte que ça se pérennise et que ça puisse se perdurer dans le temps. Donc, on est en mode justement de regarder pour la suite sur l'objectif de voir est-ce que ces projets-là se matérialisent concrètement. On passe au-dessus de la phase vraiment d'expérimentation et de validation. Donc, on a espoir après ça de pouvoir justement les voir faire un vrai changement dans les quartiers pour tout le monde. Parfait. Bien, je vous remercie beaucoup de nous avoir partagé tout ça.